On vous a toujours répété que votre empathie était une faiblesse fatale, que face à un pervers narcissique, vous étiez la proie naturelle, la victime désignée, condamnée à subir. C'est un mensonge absolu. L'empathie, lorsqu'elle est chirurgicalement couplée à ce que Carl Jung appelait la part d'ombre, ne fait pas de vous une victime. Elle fait de vous le prédateur naturel du manipulateur et l'instrument clinique de son anéantissement psychologique total. Si vous continuez de jouer au sauveur lumineux, si vous persistez à tout pardonner pour maintenir la paix, regardez bien ce qui vous attend. Dès demain matin, le cycle infernal recommencera. Dès la prochaine conversation, il vous videra de votre vitalité, retournant vos mots contre vous jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre mémoire, broyé par un gaslighting incessant. Ce parasitisme mental vous dévore vivant. Il doit être amputé, à la seconde même, sans la moindre pitié. Il est temps de changer les règles du jeu. Nous allons utiliser la psychologie analytique de Carl Jung comme le scalpel clinique ultime. L'intégration de votre ombre ne va pas simplement vous rendre intouchable ou vous protéger de ses attaques. La compréhension de l'anatomie cérébrale de votre prédateur va devenir une arme de destruction psychique massive. En devenant un empathe sombre, vous allez provoquer l'effondrement psychotique et irrémédiable de votre agresseur lui-même. L'eau coule dans le lavabo de cette salle de bain plongée dans la pénombre. Vous fixez votre visage fatigué dans le miroir, le souffle court. Une énième dispute vient de s'achever et vous avez fini par vous excuser pour une faute que vous n'avez pas commise. Ce qui se répand dans votre poitrine, c'est un froid glacial. Le moment terrifiant où vous réalisez que, de l'autre côté de la porte, l'autre ne ressent aucun remords, juste une satisfaction clinique et calculée. Pour déjouer ce piège, il faut cesser de voir ce manipulateur comme un génie du mal machiavélique. Nous allons ouvrir son crâne et observer cliniquement ce qui s'y trouve. Un vide terrifiant. L'agresseur narcissique souffre d'un déficit structurel fondamental. Il n'a tout simplement pas de soi authentique, d'identité propre. Il n'est rien d'autre qu'une persona, un masque social boursouflé et rigide, conçu exclusivement pour dissimuler un néant existentiel abyssal. Comprenez bien ceci. Il ne vous attaque pas par méchanceté passionnelle ou par une quelconque haine personnelle. Vous n'êtes qu'une ressource. Il vous attaque parce qu'il a littéralement besoin de votre énergie vitale pour maintenir l'illusion de sa propre existence matérielle. La psychiatrie clinique nomme ce phénomène l'approvisionnement narcissique. Sans vos larmes, sans votre colère ou votre désespoir, son masque se fissure et son vide intérieur menace de l'engloutir. C'est précisément pour cela que votre compassion ne fonctionne pas. Votre lumière, votre capacité inépuisable d'empathie et votre tolérance ne le calment absolument pas. Elle met en pleine lumière sa propre vacuité effrayante. Il doit vous détruire psychologiquement, car votre intégrité et votre santé mentale sont perçues comme une insulte insupportable à sa maladie. Plus vous essayez de le guérir avec votre gentillesse, plus vous renforcez sa détermination à vous briser. Vous pensez vous battre contre une personne complexe, dotée de sentiments contradictoires et d'un passé difficile qu'il faudrait comprendre. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'entité qui partage votre vie n'est qu'une illusion d'optique psychologique? Avant de découvrir comment utiliser votre part d'ombre pour pulvériser son emprise, il faut se poser une question troublante. Pourquoi le pervers narcissique n'existe-t-il pas réellement au sens psychiatrique du terme? Cette vacuité effrayante que nous venons de diagnostiquer n'est pas un concept abstrait.
C'est un trou noir affamé qui exige d'être nourri au quotidien, minutieusement, sous les néons blafards de nos vies professionnelles et personnelles. La question clinique devient alors chirurgicale. Comment ce vide insatiable réussit-il à s'emparer de votre système nerveux sans même que vous ne remarquiez l'effraction? La scène se déroule dans l'open space vitré d'une entreprise de logistique, quelque part près de l'île. Le murmure des claviers s'arrête net. Antoine, directeur de projet de 35 ans, présente un dossier complexe. Soudain, son supérieur l'interrompt d'un ton d'une condescendance glaciale. Une remarque en apparence polie, soulignant un détail insignifiant pour s'attribuer subtilement le mérite de l'idée entière. Observez la réaction corporelle d'Antoine. Son estomac se noue instantanément. Sa respiration se fige. Au lieu de recadrer froidement son manager, il se tait. Pire encore, il esquisse un sourire nerveux, rongé par l'angoisse de performance et la terreur absolue du conflit. Ce syndrome du bon garçon l'écrase sur sa chaise de bureau. À cet instant précis, il est intimement persuadé d'avoir été incompétent. C'est ici que l'anatomie de l'agression devient fascinante de cruauté. Antoine porte seul le poids d'une humiliation qu'il croit sincèrement méritée. Mais il est temps de renverser totalement cette perspective. Posez-vous cette question vertigineuse qui change toutes les règles du jeu. Et si la honte, la nullité et la confusion que vous ressentez à ce moment précis n'étaient absolument pas les vôtres, mais celles de votre bourreau? La psychologie analytique décrit cette effraction psychique sous le terme très précis d'identification projective. Il ne s'agit pas d'un banal vol d'énergie. Le mécanisme de défense est beaucoup plus pervers. Le narcissique, incapable de tolérer la moindre imperfection dans sa propre persona, vomit littéralement ses propres ténèbres, son incompétence crasse et son angoisse à l'intérieur de votre psyché. C'est une véritable greffe psychologique imposée. L'agresseur se déleste de sa propre pourriture intérieure en vous forçant à la ressentir physiquement à sa place. Quand le manager d'Antoine l'humilie publiquement, il ne démontre en rien sa supériorité. Il injecte sa propre terreur viscérale d'être démasqué comme un imposteur dans le système nerveux de son subordonné. Et la victime devient le conteneur de ses poubelles émotionnelles. Le résultat direct de ce piratage mental, c'est l'installation immédiate d'une dissonance cognitive sévère. Cet état de brouillard intense et douloureux, où vous commencez à douter de votre mémoire, de votre valeur et de votre propre perception des événements. On vous a souvent fait croire, à tort, que ce doute permanent était le symptôme de votre fragilité mentale ou d'un cruel manque de confiance en vous. C'est une erreur d'analyse fatale qui profite aux prédateurs. La dissonance cognitive n'est pas une faiblesse de votre part. C'est l'objectif clinique pur et simple. L'aboutissement triomphal de ce que l'on nomme le gaslighting. L'agresseur a le besoin vital de détruire votre logiciel d'évaluation de la réalité. S'il parvient à vous faire douter de ce que vous venez de voir, il devient l'unique narrateur de votre existence. Revenons à ce sourire nerveux, à ces justifications bégayées par Antoine au milieu de ses collègues. Chaque fois qu'il réagit par la tristesse, chaque fois qu'il s'inflige des heures supplémentaires non rémunérées pour prouver sa loyauté, il signe un pacte macabre. Tant qu'il se justifie, il confirme au prédateur que son faux « soi » possède un pouvoir tangible et dévastateur sur la réalité matérielle. Votre souffrance, vos larmes ravalées et vos tentatives désespérées d'explication sont la preuve vivante que le narcissique existe. Vous êtes le miroir inversé dans lequel il contemple son pouvoir illusoire.
La mécanique de l'absorption est effroyablement parfaite. Il vous injecte son poison, vous réagissez émotionnellement, et votre douleur valide sa suprématie. C'est une boucle d'aliénation d'une précision chirurgicale. Tant que vous jouez avec les règles classiques de l'empathie et du pardon, vous êtes condamné à alimenter cette machine d'extorsion. Vous ne pourrez jamais vaincre un gouffre avec de la compassion. Pour désamorcer ce mécanisme mortel, il va falloir cesser d'absorber la toxicité pour commencer à observer froidement. Et c'est précisément là qu'intervient la partie la plus terrifiante et réprimée de votre propre esprit. Cette part terrifiante et réprimée de votre esprit est le seul antidote viable contre l'identification projective que nous venons de décortiquer. Il ne s'agit plus de comprendre l'autre, mais de mobiliser un arsenal intérieur que votre éducation vous a toujours interdit d'utiliser. Observez attentivement la table de ce repas de famille dominical, où l'air est lourd des non-dits et du tintement mécanique découvert. Le partenaire de Juliette, 28 ans, vient de lancer une pique cruelle sur son apparence physique, habilement dissimulée sous le masque d'une blague conviviale. Les convives sourient nerveusement. Habituellement, c'est l'instant précis où son cœur se serre, où elle baisse les yeux, engloutie par la honte. Mais cette fois, le schéma vacille. Pourquoi votre compassion infinie, cette volonté de toujours tout encaisser, est-elle en réalité une forme de mutilation psychologique? Au lieu de fondre en larmes ou de bégayer une justification, Juliette lève la tête. Elle fixe son bourreau silencieusement. Il n'y a aucune tristesse dans ses yeux, aucune colère palpitante. C'est le regard neutre, presque reptilien, d'un entomologiste qui observe un insecte s'agiter sous une plaque de verre. À cet instant d'immobilité totale, elle vient d'activer ce que le psychanalyste Carl Jung nommait l'ombre. Dans la psychologie analytique jungienne, l'ombre représente le réservoir enfoui de notre agressivité primitive. C'est le siège de notre égoïsme, de notre capacité de destruction et de notre froideur. Depuis l'enfance, les injonctions parentales et la morale sociale nous obligent à cadenasser cette zone. On vous a appris qu'être une personne saine signifiait amputer cette noirceur, pour ne présenter au monde qu'une façade docile et inoffensive. Mais Jung nous avertit avec une lucidité glaçante. Ignorer cette part obscure est une erreur fatale. Une hyper-empathie qui refuse catégoriquement de s'allier à l'ombre n'est plus une vertu. C'est un véritable suicide psychologique. En refusant d'assumer votre propre capacité à blesser ou à trancher, vous vous transformez volontairement en un donneur universel de sang, errant sans défense dans un monde qui regorge de vampires émotionnels. La guérison ne réside donc pas dans la lumière, mais dans l'intégration assumée de cette noirceur protectrice. C'est la naissance clinique de l'empathe sombre, un individu redoutable qui a parfaitement digéré son ombre. L'empathe sombre ressent toujours les émotions de l'autre avec une acuité saisissante. Il lit en vous comme dans un livre ouvert, mais à la différence de la proie, il possède la cruauté froide et nécessaire pour refuser de s'en charger. L'empathe sombre choisit la bienveillance, non pas par faiblesse ou par peur du conflit, mais par souveraineté absolue. Il sait qu'il garde, à chaque instant, la capacité de trancher le lien sans la moindre pitié si l'on tente de l'infecter. Si vous ressentez cette bascule en vous, si vous vous reconnaissez dans cette prise de conscience où l'excès de gentillesse laisse place à une clarté impitoyable, mettez un like sur cette vidéo. Ce geste simple nous prouve que nous touchons au cœur de votre mécanique intérieure. Pour ne pas manquer la suite de cette dissection psychologique et achever d'assembler votre armure, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Et surtout, descendez dans les commentaires
Écrivez si ce regard d'entomologiste vous est familier, ou partagez le moment exact où vous avez cessé de pardonner. Votre témoignage est une arme pour ceux qui doutent encore. Revenons à ce silence pesant autour de la table dominicale. Face au regard clinique et vide de toute empathie sacrificielle de Juliette, le prédateur se fige. La pique cruelle tombe à plat, privé de son carburant émotionnel. Il attendait une victime éplorée pour valider son pouvoir. Il se heurte à un miroir de glace qui lui renvoie l'écho de sa propre médiocrité. L'identification projective vient d'échouer lamentablement. Le rapport de force est inversé. Ce rapport de force inversé que Juliette vient d'expérimenter dans le silence de la salle à manger n'est pas un cas isolé. C'est l'application directe et brutale d'une nouvelle souveraineté psychique. La théorie de l'ombre doit maintenant quitter le domaine de l'introspection pour descendre dans l'arène de la domination sociale. Retournons dans cet open space face au manager tyrannique d'Antoine. Le bureau est saturé de tension. Le supérieur d'Antoine tente une énième manœuvre d'extorsion, utilisant son arme de prédilection, la culpabilisation. Il exige d'Antoine qu'il sacrifie son week-end sur un dossier brûlant, insinuant que son refus prouverait son incompétence et son manque d'engagement envers l'équipe. L'attaque est frontale, calibrée pour déclencher la panique. Mais cette fois, le corps d'Antoine ne se recroqueville pas. Ses mains ne tremblent pas sur le clavier. Parfaitement détendu, le dos droit, il regarde son agresseur droit dans les yeux. Sans élever la voix, sans une once de colère, ni l'ombre d'une justification bégayante, il prononce un simple mot, net et tranchant comme une lame. Non. Quel est le secret de cet unique mot, capable de provoquer un court-circuit immédiat dans le cerveau d'un manipulateur? Pour comprendre la puissance dévastatrice de cet instant, il faut faire appel à un concept jungien saisissant, l'énantiodromie. Ce terme complexe désigne la transformation soudaine et spectaculaire d'un extrême psychologique en son contraire absolu. C'est le moment précis où la victime hypersensible, saturée de douleur et d'abus, bascule brusquement pour devenir un bloc de marbre impénétrable. Ce basculement est terrifiant pour le prédateur. Le pervers narcissique est un technicien de l'émotion. Il sait parfaitement gérer vos larmes. Il sait retourner votre colère contre vous. Il se nourrit de vos justifications. Mais face à l'empathie froide de l'empathe sombre, face à cette absence totale et clinique de réaction émotionnelle, il se retrouve soudainement privé de son manuel de survie. Le nom d'Antoine n'est pas une rébellion bruyante. C'est l'application stricte du principe de la pierre grise. Il s'agit de devenir psychologiquement aussi inintéressant et lisse qu'un caillou sur le bord du chemin. En posant une limite sans fournir la moindre émotion en retour, Antoine coupe net le flux d'approvisionnement narcissique. Le canal est rompu. L'agresseur s'attendait à absorber l'angoisse de sa victime pour colmater son propre vide intérieur. Au lieu de cela, son attaque frappe le vide. La honte et la culpabilité qu'il tentait de projeter rebondissent sur la surface froide de l'empâte sombre. Le prédateur réalise avec effroi que sa proie est devenue un miroir mort, incapable de lui renvoyer l'image de sa propre toute-puissance. En refusant d'entrer dans le jeu de la justification, Antoine vient de détruire la seule preuve de l'existence du manipulateur. Le faux soi, privé de son reflet dans les yeux terrifiés de l'autre, commence à suffoquer. Ce n'est plus une simple dispute de bureau, c'est un anéantissement psychologique ciblé, opéré dans le silence le plus absolu. Vous comprenez maintenant que la véritable force ne réside ni dans les cris, ni dans la vengeance éclatante.
Elle réside dans la capacité à retirer brutalement l'oxygène émotionnel dont votre bourreau dépend pour survivre. Mais que se passe-t-il lorsque ce monstre de certitude réalise qu'il est en train d'étouffer? Observez bien la réaction qui va suivre. Ce processus d'étouffement psychologique se manifeste d'une manière foudroyante. L'absence totale de réaction d'Antoine a fonctionné comme un miroir aveuglant, renvoyant l'attaque à son expéditeur. L'open space retient son souffle. Observez le visage du manager qui se décompose en temps réel. La mâchoire se crispe, le regard fuit. Puis, le bégaiement commence. Son masque d'assurance imperturbable vient de se fissurer publiquement. Face à ce silence de marbre qui l'asphyxie, le supérieur perd totalement le contrôle. Il se met à hurler des incohérences, gesticulant au milieu des bureaux pétrifiés. On a très souvent tendance à percevoir ces crises de fureur spectaculaires comme l'expression d'une domination redoutable. Mais c'est une illusion d'optique qu'il faut dissiper. Pourquoi cette rage explosive n'est-elle jamais une preuve de pouvoir, mais la signature pathétique de sa défaite finale? L'explication réside dans l'inversion brutale de la projection psychologique. L'empate sombre, par son indifférence clinique, a rendu la frontière hermétique. La honte, l'incompétence et le vide viscéral que le narcissique tentait de vous injecter rebondissent violemment contre cette paroi. Pour la première fois, il est percuté par son propre néant intérieur. Ce qui se lit sur son visage décomposé, ce n'est pas de l'autorité. C'est une terreur absolue. La clinique psychiatrique qualifie cette explosion soudaine de « rage narcissique ». Il est crucial de ne pas la confondre avec la colère saine et proportionnée d'un adulte confronté à une véritable injustice. Ce à quoi vous assistez, c'est à l'effondrement psychotique et infantile d'un esprit qui réalise que sa persona est définitivement brisée. C'est la panique viscérale d'un enfant tyrannique dont l'imposture vient d'être exposée en pleine lumière. Privé de son réceptacle habituel, le poison psychique ne trouve plus aucune porte de sortie. En maintenant votre posture de pierre grise face à ces hurlements incohérents, vous ne subissez plus l'agression. Vous l'observez cliniquement. Vous regardez ce monstre de certitude s'autodétruire en direct, écrasé sous le poids d'une toxicité foudroyante qu'il est désormais tout à fait incapable de déverser en vous. Il existe une profonde satisfaction intellectuelle à assister à cette décomposition. Non pas par sadisme, mais par une lucidité purement chirurgicale. Vous comprenez soudain que la forteresse ennemie n'était constituée que de papier mâché. Tout ce système de terreur qui vous a paralysé pendant des années ne tenait qu'à un seul fil. Votre propre consentement a absorbé leur douleur. Sans ce consentement, l'édifice s'effondre de lui-même. La scène dans l'open space touche à sa fin. Le manager toxique se retrouve seul, exposé au regard de tous, tremblant de sa propre fureur stérile, tandis qu'Antoine retourne calmement à son travail. Ce n'est plus une simple victoire professionnelle, c'est une véritable amputation neurologique du parasite. La pathologie s'est consumée d'elle-même, face au miroir implacable de l'empathie sombre. Cette amputation neurologique du parasite laisse soudainement un espace béant, un vide vertigineux qu'il vous appartient désormais de combler. La nuit tombe doucement sur la ville. Juliette ferme la porte de son appartement et pour la première fois depuis des années, elle entend le silence. Un silence mental absolu, purifié de la voix de l'autre. L'ancien prédateur n'est plus qu'un lointain souvenir, réduit à sa juste proportion. Un simple grain de poussière, balayé par le vent. Juliette n'est qu'un exemple, le reflet de la bataille qui se déroule en ce moment même dans votre propre esprit. Vous avez cessé de fuir, vous avez regardé le vide dans les yeux, et l'illusion s'est effondrée.
Mais il faut aller au bout de cette logique implacable. Posez-vous cette question finale. Et si la rencontre avec votre pire ennemi psychologique n'était pas une malédiction, mais le prérequis brutal et absolument nécessaire à l'émergence de votre propre souveraineté? Dans la pensée de Carl Jung, le but ultime de ce conflit déchirant n'a jamais été la simple survie. La finalité de cette épreuve est ce qu'il nomme l'individuation. C'est l'alchimie suprême de l'esprit, la fusion harmonieuse et irréversible de votre lumière naturelle et de votre part d'ombre. Le pervers narcissique n'a jamais été le maître de votre destin. Il n'était qu'un catalyseur de douleur, un instrument aveugle qui vous a forcé à forger des armes que vous refusiez de porter. La nature humaine est ainsi faite. L'individu ne trouve sa force véritable que lorsqu'il accepte de renoncer à son statut de proie par défaut. Vous n'êtes plus ce sauveur sacrificiel, prêt à se vider de son sang pour réchauffer un cadavre émotionnel. En brisant la mécanique de l'agresseur par votre lucidité froide, vous n'avez pas seulement repoussé une attaque. Vous êtes devenu le gardien impitoyable de votre intégrité psychique, récupérant l'intégralité de votre pouvoir souverain. C'est le moment d'ancrer cette transformation en la matière. Je vous invite à accomplir un rituel de manifestation clair. Écrivez dans les commentaires la phrase « Ma volonté fait loi, mon ombre est mon bouclier ». Que cette déclaration soit le premier acte concret de votre nouvelle réalité. Une ligne rouge que personne ne franchira plus. Et pour continuer cette ascension, pour ne pas perdre cette force dans le chaos du monde, abonnez-vous à notre chaîne. Rejoignez les souverains. L'anatomie du monstre est désormais exposée sous la lumière crue de votre conscience. Il n'y a plus de magie, plus de culpabilité, seulement la mécanique pathétique d'un masque vide qui s'est brisé contre votre refus de souffrir. Vous portez votre part d'ombre non pas comme un fardeau, mais comme une armure indestructible. Le piège est définitivement détruit, et le chemin vous appartient. Fin de l'analyse.